La guerre, la guerre n'est pas qu'une affaire de modèle théorique. Comme vous le voyez, il y a souvent des imprévus. D'où l'intérêt de garder de la réserve. Yo. La guerre n'est pas qu'une affaire de modèle théorique. Au-delà des frottements de la guerre, que nous verrons à travers les écrits de Clausewitz, il est rapidement devenu clair que garder de la réserve tactique permettait de s'adapter aux mouvements ennemis. Ravi de faire votre connaissance d'ailleurs. Et pour l'illustrer, nous allons parler de la bataille de Dara qui a opposé les Byzantins aux Perses sassanides en 530. Après la chute de Rome en 476, il ne reste plus rien de l'Empire romain en Occident. L'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, est en revanche encore très vivace. Ce dernier est voisin de l'Empire perse sassanide en Mésopotamie et a déjà eu le droit à plusieurs confrontations, mais plutôt à l'avantage des Perses. En 528, les tensions aux frontières sont très palpables. En effet, l'empereur perse Cavade veut forcer les chrétiens ibères à se convertir au zoroastrisme, actuellement la religion officielle de l'Empire perse. Merci Stanfield. Alors confondez pas, hein. Ici on parle de l'Ibérie géorgienne, rien à voir avec la péninsule ibérique. Toujours est-il que face à cette pression, le royaume d'Ibérie se rapproche fortement des Byzantins, ce qui n'est pas pour plaire à Cavade. En plus, Justin Ier tente de trouver des routes commerciales permettant de contourner l'Empire perse. Un imbroglio autour d'une possible adoption du fils de Cavade par Justin Ier fait que le roi sassanide a du mal à faire confiance à l'empereur romain. Et quand les Byzantins se mettent à soutenir une révolte ibère, Cavade décide de donner une leçon à tout le monde. En 526, la guerre d'Ibérie éclate et est clairement à l'avantage des Perses. En à peine un an, ils écrasent le royaume d'Ibérie et aucune des incursions byzantines ne débouche sur des campagnes sérieuses. Ces derniers doivent même reculer et se mettre sur la défensive. En 527, Justin Ier meurt et c'est Justinien, sûrement l'empereur byzantin le plus connu, qui lui succède. Il tentera de négocier la paix, son désir étant clairement de se retourner vers l'ouest pour refonder l'Empire romain. Mais Cavade demande un tribut trop important. Aussi, Justinien est forcé de faire de plus gros efforts dans cette guerre. Il réorganise l'armée byzantine et confie le commandement du front à Bélisaire, sûrement le plus grand général de son siècle, qui avait jusqu'ici comblé comme il le pouvait les faiblesses de son armée. Mais l'armée byzantine est encore faible. Le seul point de défense en Mésopotamie est la forteresse de Dara, où Justinien arrive péniblement en 530 à envoyer une armée de 25 000 hommes avec Bélisaire pour la tenir. Face à un tel renforcement, les Perses organisent une double attaque, par le nord en Ibérie byzantine et par l'est contre Dara, avec une armée de 40 000 hommes. On ne sait pas trop pourquoi, mais Bélisaire décide de mener une bataille rangée et sort de la forteresse. En même temps, cette dernière est plutôt récente. C'est peut-être pourquoi il n'a pas pu organiser sa position. Par contre, il s'est renseigné sur l'adversaire et décide d'adopter une formation particulière pour déjouer au mieux le surnombre de l'ennemi. Et c'est là qu'il faut que je vous parle de l'armée sassanide. En fait, l'Empire perse a une armée dont l'approche est bâtarde, entre leur volonté de se réclamer de l'héritage perse achéménide et l'influence profonde de leurs prédécesseurs, les Parthes. Les Perses achéménides, dynastie créée par Cyrus le Grand et détruite par Alexandre le Grand, sont très présents dans l'imaginaire de la région. Tant et si bien que les Perses sassanides cherchent à récupérer leur symbole. Et l'armée achéménide, c'est une masse de lanciers légers appuyés par d'excellents archers et une cavalerie variée. Les chars et les immortels, troupes de lanciers d'élite, potentiellement archers, complètent le tableau. Sauf qu'une culture militaire disparue il y a 8 siècles, ça ne se réinvente pas comme ça. Et les Sassanides sont ceux qui ont renversé non pas les Achéménides, mais les Parthes, qui est un peuple à l'approche très différente. Ce sont des cavaliers en extrême majorité. Les Romains, même durant l'âge d'or des légions, s'y sont cassés les dents à plusieurs reprises.
Il faut un mélange entre des archers montés et une cavalerie lourde capable de mener des charges contre les troupes ne maintenant pas leur formation ou contre les cavaliers adverses. Ils sont mobiles, versés dans les tactiques de harcèlement, mais peu capables de mener des sièges efficaces. Du coup, l'armée sassanide a plus accès à des compétences de domaine équestre que dans l'infanterie. Et leur volonté de remettre celle-ci au centre de l'armée les rend moins mobiles, mais plus promptes au combat au corps à corps. Du coup, la cavalerie légère, si elle offre un beau soutien, ne peut plus être le cœur de l'armée sassanide. Résultat, la noblesse se retrouve à fournir la majorité des contingents de cavaliers lourdement armés. Un peu comme nos chevaliers, mais c'est une comparaison rapide. Cette cavalerie lourde doit être performante et est appuyée par une archerie montée afin de déborder les armées adverses. L'infanterie de son côté, à l'image des Achéménides, se constitue de lanciers légers et d'excellents archers qui peuvent se fondre dans la cavalerie pour tirer à couvert. Les compétences de siège sont également réorganisées avec succès. Mais bon, après on se refait pas, hein. Les Sassanides refondent le corps des immortels, mais ces derniers sont désormais des cavaliers lourds, signe de la nouvelle importance de ce type de troupe. Et pour en revenir à la bataille, Bélisaire peut en conclure que ce sont ses ailes qui vont souffrir. Donc s'il parvient à calmer les ardeurs du centre, il lui suffira de résister aux ailes perses. Et s'il a des troupes de qualité, sa cavalerie reste très hétéroclite entre cavalerie lourde byzantine efficace et des renforts de tribus étrangères comme les Huns. Dans son déploiement, Bélisaire prend 3 décisions centrales. Il place ses ailes en avant de son centre pour pousser les Sassanides à leur tactique classique. Il creuse une tranchée défensive devant ses troupes pour refroidir une attaque du centre. Il conserve près de la moitié de sa cavalerie en réserve pour s'adapter aux différentes attaques perses. Malgré tout, pour tenter de garder la main sur le côté attaqué, il cache une partie de son aile gauche dans les collines proches, rendant celle-ci plus faible aux yeux des Perses. Comme vous l'aurez compris, ici Bélisaire doit se constituer une réserve, c'est-à-dire garder des troupes hors du combat pour intervenir sur des points chauds et éviter l'effondrement d'une aile ou du centre. Et comme il sait que ses ailes vont souffrir, il doit garder ses cartes en main, ne sachant pas quel côté va le plus subir les assauts. En face, les Perses se déploient comme prévu. Les ailes de cavalerie encadrent un centre de lanciers et d'archers. Comme il s'est déployé avant l'arrivée perse, ces derniers sont réticents à mener une attaque directement. Le premier jour, il teste l'aile gauche byzantine qui tient bien. Le second, il décide de mener bataille puisque 10 000 hommes sont arrivés en renfort. C'est donc un combat à 25 000 contre 50 000 qui s'engage. Et comme prévu par Bélisaire, ce sont les ailes perses qui mènent l'assaut. Si le centre se rapproche pour permettre un duel d'archers, le vent est opposé aux troupes sassanides, diminuant leur efficacité. À gauche, l'aile faiblit, mais la cavalerie cachée des Byzantins parvient à les déborder et rompt les forts perses et sa formation. L'aile gauche de Bélisaire est sauvée, et les deux camps le savent. Les Perses doivent donc mener leurs efforts sur la droite byzantine, et ils y engagent même les immortels. Avec un centre toujours aussi statique, les Perses mènent une charge vigoureuse qui déstabilise et brise même l'aile droite de Bélisaire. C'est alors que ce dernier, observant le mouvement, rapatrie une partie de son aile gauche et engage enfin sa réserve. Mais le général Bélisaire est plus malin et observateur. Il a remarqué que, dans leur élan, les cavaliers perses se sont trop éloignés et ont mis trop de distance avec leur centre. Plutôt que de soutenir la défense de son aile, il passe derrière les Perses, les isolant définitivement du reste de leur armée. L'encerclement est total et mène au massacre de la cavalerie sassanide dont les immortels est le chef de l'armée. La perte de leurs 2 ailes et de leur général fait souffler un vent de panique dans l'infanterie qui entame un repli désordonné. Bélisaire les poursuit pendant un temps avec sa réserve encore à peu près fraîche, mais ne pousse pas trop loin de peur de tomber dans une embuscade. Si les pertes byzantines sont inconnues, on parle de 8000 morts côté perse, en majorité dans leur cavalerie, pourtant l'élite de leur armée. La défaite est un coup d'arrêt important, brisant l'avantage sassanide dans cette guerre. En effet, la victoire de Dara arrive un peu avant la victoire de Satala, qui repousse, elle, l'attaque au nord. Les Perses ne peuvent donc plus attaquer le territoire byzantin et se retrouvent même à devoir faire face à une invasion qu'ils arrêteront à la bataille de Kallinicum en 531. La guerre se terminera donc par un non-lieu, la paix éternelle sera signée en 532 et permettra à Justinien et Bélisaire de se tourner vers l'Occident. La paix éternelle durera quant à elle 8 ans. Pour ce qui est de la leçon, on observe que Bélisaire a combiné toutes les compétences de base d'un bon général. Il a cherché à comprendre son adversaire, à soigner son déploiement en conséquence, et à garder une réserve tactique pour se prémunir des imprévus et des actions de son adversaire. Il faut tout de même remarquer que l'emploi d'une réserve se fait toujours avec l'appui d'un commandement efficace et bien transmis. Bélisaire a toujours su faire entendre ses ordres par sa chaîne de commandement et les a maintenus clairs. Ce qui est loin d'être facile, croyez-moi.
De plus, le général byzantin a su faire preuve de sang-froid et de sens d'observation du déroulement de la bataille pour toujours être à même d'exploiter les erreurs adverses. La bataille de Dara n'est que le début d'une carrière exceptionnelle pour Bélisaire, mais nous aurons l'occasion de parler à nouveau de ce général. Voilà. Bah c'est tout. Moi j'y vais, parce que de toute façon c'est pas mon travail. Bon bah bonne journée, hein.